Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. Nous revoilà de retour entre la Week 1 et la Week 2, j'ai fait à moitié en anglais, à moitié en français. Entre la Week 1 et la Week 2, on va y aller carrément en anglais, pour ce nouveau podcast débat. Vous en avez l'habitude, c'est un thème que vous connaissez. Après chaque première semaine de compétition, depuis maintenant 2 ou 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, nous faisons les overréactions de la Week 1. Alors, qu'est-ce qu'une overreaction? Forcément, ça va être des choses, des pensées qui ne sont pas forcément très populaires. J'ai vu que d'ailleurs notre ami Mathieu Van Boll, qu'on salue, avait fait les unpopular opinions sur son Instagram. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est des réactions qui sont parfois exagérées, mais parfois pas tant que ça. Des fois, l'overréaction de la week 1 est plus proche de la réalité que le podcast prédiction qu'on a fait la semaine d'avant. Ça peut arriver. En tout cas, voilà, on va débattre de 4 ou 5 thèmes qui, après la week 1, pourraient être vrais et qui souvent vont s'affaisser dès la deuxième semaine de compétition, mais c'est un peu ça le jeu et c'est ça qui est rigolo. Mon cher Seb est avec moi pour m'accompagner ce soir. C'est l'un des derniers rescapés, l'un des derniers mousquetaires de la team habituelle NFL, puisque Yaya et Vince ne sont pas là. Mon Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous, ça va très très bien. Première semaine qui est derrière nous, donc les overreactions, comme tu l'as dit, de quoi est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va dire que Aaron Rodgers seront? Est-ce qu'on va dire les Las Vegas Raiders vont remporter le Super Bowl? Non, on a choisi d'autres sujets au moins aussi polémiques. Et on va faire ça avec en plus une équipe, un roster, un line-up, un starting line-up complètement inédit. Bande de petits vénards d'auditeurs que vous êtes. Et est-ce qu'on va dire que les Saints sont la pire équipe de la ligue? Non, parce que ça, on sait tous ce que c'est la réalité. On a avec nous celui qui fait partie de TPO, ex-TFA depuis maintenant des temps immémoriaux. Il est peut-être même là depuis plus longtemps que moi. Mon Bertrand, salut, comment ça va? Oh là là, non, plus longtemps que toi, c'est pas possible, Flav, hein. Tu es le dinosaure de TFA TPO. Ouais, merci. S'il te plaît, les dinosaures dans le bon sens du terme, de l'expérience surtout. Hein. Attention, on ne rigole plus là. Non, moi je suis très heureux d'être avec vous. Non, l'overréaction, non, c'est sûr que je n'en aurais surtout pas avec les Giants. Hein. C'est un thème au niveau overréaction. Je dirais même qu'ils ont été plus under que over tout le long du match. Donc, il n'y aura pas d'overréaction. Ça va être très soft, très nuancé. Les propos vont être nuancés comme d'habitude. Tu sais, je suis très nuancé, c'est ma façon de vivre, tu le sais. Et pourtant, peut-être qu'on va parler des Giants. Nous n'en dirons pas plus, mais il n'est pas impossible que ça vienne dans la discussion. Et enfin, celui qui nous rejoint pour le premier podcast NFL, mais ceux qui nous écoutent en ELF le connaissent déjà, puisqu'il est avec Waik, avec Ju, avec moi sur les podcasts des Paris Musketeers. C'est mon Steph de l'Afterfoot US. Et on salue au passage tout l'Afterfoot US également. Salut Steph, comment ça va? Salut mon Flash, ça va? Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Si c'est sur le même rythme et la même ambiance que quand on fait nos podcasts LF, on va pas s'ennuyer. Surtout sur le type d'overréaction, vous pouvez nous faire confiance que ça va être assez sympathique. Ça va être ça. On va bien se marrer. D'ailleurs, on va commencer. Oui, voilà. Oui, on va commencer tout de suite par parler de la FC West. Pourquoi la FC West? Parce que on a volontairement pas parlé du match entre les Chargers et les Chiefs lors du débriefing de la Week 1. Vous pouvez retrouver le podcast débriefing d'ailleurs sur toutes les plateformes d'écoute. Et on n'en a pas parlé parce que on se le gardait sous le pied pour ces overréactions. Parce que qu'est-ce s'est-il passé, mon cher Seb, au Brésil? Les Chargers ont battu les Chiefs. Alors, on va pas dire facilement, mais ils les ont battus. Ah oui, non, j'avais pas fini le lancement. Il m'a coupé l'air des choses. Ah. Non, j'avais pas fini, mais c'est pas grave. Mon on peut dire que les yeux sont, les regards n'est pas là où il faudrait alors quand t'es au Brésil. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je disais donc les Chargers de Los Angeles qui ont battu les Chiefs et on se demande tout simplement, est-ce que finalement les Chargers ne sont pas la nouvelle force dominante de la FC West? Je te dirais que quand tu regardes le match, vas-y mon Seb. Au Brésil, il se passe des choses, on joue au foot, il y a un carnaval et il y a les Chargers qui battent les Chiefs 21-27. Alors, si on regarde statistiquement, les deux équipes sont pourtant
assez proche. 347 yards gagnés pour Kansas City, 394 pour les Chargers, 58 downs joués pour Kansas City, 62 pour les Chargers. Voilà, tout ça, ça a l'air de se valoir. Sauf que sur le terrain, la domination des Chargers a quand même paru beaucoup plus importante. La vraie différence, elle s'est faite sur les conversions de troisième down, 35% pour Casey, 53% pour les Chargers. Et puis, alors, on va arrêter peut-être les polémiques sur l'arbitrage et les Chiefs. 10 pénalités pour Kansas City. C'était jour de... Ce qui est vraiment inquiétant, Casey a marqué seulement 6 points en première mi-temps. C'est pas un shutdown, c'est pas loin. Et pendant ce temps, du côté de Los Angeles, Justin Herbert, il a fait ce que devait faire Just 118 yards lancés, 3 touchdowns, il ajoute 32 yards à la course. Quentin Johnson, qui a eu l'air d'un All-Pro, 79 yards, 2 touchdowns. Tu as un autre receveur à plus de 70 yards avec Matt Conkey. Keenan Allen, qui ajoute 68 yards et un touchdown. On pourrait en effet se demander si les Chargers ne sont pas la nouvelle force de l'AFC. Est-ce que, alors je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est la fin de la dynastie Kansas City, mais peut-être que la mainmise des Chiefs sur cette division est en train de se desserrer et que tout le monde l'a pas forcément vu venir. Bertrand, il a fait un petit, vous le voyez pas vous parce que vous êtes en podcast, mais il a fait un petit geste quand il y a eu le Quentin Johnson avait l'air d'un All-Pro. Qu'est-ce qu'il y a, mon Bertrand? Ça tranche à point. Non, mais je vais trancher dans le vif aussi, parce qu'on a mes overréactions a priori. Du côté de Quentin Johnson, alors je fais un petit parallèle avec la fantasy dont je m'occupe. C'est pareil, je vois que tout le monde se jette dessus. Les gars, je vais être clair à un moment donné, le mec avait des mains en mousse, faut pas croire depuis presque une saison et demie, faut pas croire parce que là il a fait un match où il a eu 2 réceptions et 2 touchdowns, je pense, de mémoire, qu'il va changer du tout au tout et qu'il va nous faire une saison où il va être All-Pro. Donc je descends tout le monde là et je vous dis, Quentin Johnson, il a fait une explosion, il a eu sa meilleure journée de sa vie, il a eu une promotion et là son poste qui est arrivé en disant tiens, je te rajoute 1000 balles sur la fiche de paie et le mec il est content, mais demain vous allez avoir les mêmes mains en mousse, donc croyez pas qu'il va exploser du jour au lendemain. Donc non, là pour le coup je serai sur une belle overreaction. Il nous a bien lancé le truc, Seb, nickel chrome, j'adore. On salue Quentin Jonson, du coup. Quentin Jonson. Le dénommé Quentin Jonson, qui vient d'en prendre pour son grade alors qu'il avait rien demandé. Il était content de sa première semaine et tout, tu vois. Et bim, il s'est pris à attaquer, on sait pas pourquoi. Je me permets juste une anecdote. Je l'ai quand même vu au SoFi Stadium, là, dans les matchs de pré-saison, en direct là-bas. Et effectivement, il a pris une sacrée commotion. Alors, est-ce que dans la commotion, il y a des ça lui a remis les idées en place. Et que maintenant, les mains, il arrive à faire une bonne jonction des mains pour attraper le ballon. Tu sais, un peu comme si on apprenait dans la dextérité manuelle. Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'y crois moyennement. Ça, on avait cru comprendre. Ça, moyennement, ça, on avait à peu près. Tu nous dirais que tu y crois, là, mon Bertrand, je comprendrais pas grand-chose, là. On serait plus dans le sarcasme, là, on serait au-dessus, tu vois. Il y a le sarcasme, mais là, il y a ce que tu penses de lui, là, tu vois. Voilà. Non, mais je l'aime bien, j'ai rien contre lui, j'espère qu'il va réussir. Tu nous avais prévenu. Voilà. Le dernier live, tu le dis. Le dernier live, tu as eu cette phrase, déjà, attention, il avait déjà des mains en mousse, vous attendez pas à. Et donc, c'est pas parce qu'il fait une week qui, ça va être comme tu dis, du jour au lendemain, hop. C'est comme si tu nous disais, Jake Moody vient de réussir 2 field goals, et là, il va nous faire la saison à 90%. Bon, maintenant, il n'y aura plus de saison avec lui. Bon. ça c'est un autre problème. Toi, mon Steph, les Chargers, nouvelle force de l'AFC West, t'y crois? Tu crois pas du tout? Alors, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que Justin Herbert va nous faire une saison complète? Mais je crois, alors, là, ça va dépendre beaucoup de lui, mais je crois effectivement que les Chargers peuvent le devenir. Honnêtement, je vais me mouiller. Je vais pas aller jusqu'à dire que les Chiefs, voilà, enfin, ça va être. Mais je pense que les Chargers sont effectivement peut-être la révélation cette année. Est-ce qu'on n'en revient pas toujours au même problème avec les Chiefs, à savoir l'an dernier, ils gagnaient difficilement. Bon, ils gagnaient, certes, je vous l'accorde. Les chances qu'ils finissent à 15-2 avec le calendrier qui les attend et avec une défaite en première semaine sont assez faibles. Mais n'empêche que s'il y a bien une équipe qui, ces dernières années, a toujours réussi à résoudre ses problèmes en cours de saison, ou à s'en sortir, même s'ils en avaient, on se rappelle l'an dernier, des problèmes qui avaient notamment d'efficacité offensive et de ligne offensive pour Patrick Mahomes, ils ont quand même réussi. Là, encore une fois, le match, il se joue pas
à tant de choses que ça. Il n'y a pas un écart abyssal entre les deux équipes. Ça aurait pu tourner pour les Chiefs aussi. Est-ce que finalement, c'est pas toujours le même problème avec les Chiefs, je vais pas dire qu'on les enterre trop tôt, mais on a toujours des doutes parce qu'on a sans doute, comment dire, une volonté de voir que c'est l'équipe dominante et que ils sont les meilleurs. Est-ce qu'il n'y a pas ce biais-là, mon Seb, de se dire peut-être que on les enterre un peu vite en fait les Chiefs. À mon humble avis, les Chiefs, ils étaient pas prêts pour une telle bagarre dès la week 1. Faut pas oublier que ils sont privés de Rashee Rice. Là, ils ont perdu pour, alors je sais pas pour combien de temps, mais Xavier Worthy, apparemment, il est pas de retour. Il va pas être de retour tout de suite, hein. Donc c'est une équipe, les Chiefs, qui reste toujours largement au-dessus de la moyenne des équipes NFL et qui a le temps de s'ajuster encore. Mais je reste persuadé en mon fort intérieur qu'ils sont quand même fait cueillir à froid par une équipe qui était meilleure que ce à quoi ils s'attendaient. Et c'est pas attention, c'est parce que je suis en train de dire que j'ai pris leur équipe préférée en grippe. Non, je pense juste que les Chargers leur ont amené un combat plus rude que ce à quoi ils s'attendaient. Et puis, moi, il y a un facteur que je mettrai aussi toujours du côté, le facteur Jim Harbaugh. Jim Harbaugh, cet entraîneur qu'on connaît bien, Stéphane, du côté de la baie, puisqu'il a transformé en contender en son temps une équipe de bras cassés en champion de conférence, de division puis de conférence en 2 ans. Est-ce qu'il peut refaire la même aux Chargers ? On va voir, mais si j'avais un petit billet avec impossible. Je le mets. Je le mettrais aussi, moi. Il faut rappeler que Jim Harbaugh, et tu fais bien d'en parler, c'est 6 victoires et aucune défaite en week 1 depuis ses débuts comme coach NFL. C'est un entraîneur qui sait parfaitement démarrer les débuts de les saisons. Il a jamais joué aux Bengals visiblement, mais lui, il sait parfaitement démarrer ses saisons. Et du coup, c'est vrai que peut-être effectivement, Bertrand, que les Chiefs sont tombés sur les Chargers un peu trop tôt dans la saison. Oui, Jim Harbaugh, il prépare très très bien ses équipes. Peut-être que d'ailleurs, par rapport à d'autres coachs NFL, il le fait beaucoup mieux. On pourra citer certains coachs qu'on met en avant, genre Zach Taylor des Bengals, qui pour le coup ont gagné, mais bon, qu'on dit toujours qu'ils ont du mal à démarrer. Lui, c'est pas le cas. En plus, comme tu le dis, effectivement, les Chiefs, là, si je reprends un peu le fil du match, ils ont eu beaucoup de mal à se mettre en route. C'était punt, après field goal, et c'est qu'en à partir du 3e quart-temps, qui sont rentrés dans le match pour enfin faire quelque chose. Moi, ce que je retiens surtout vis-à-vis des Chiefs, c'est que malgré les pertes de joueurs, malgré les heurts qu'ils peuvent avoir dans leur équipe, globalement, c'est ça qui fait réussir les grandes équipes, c'est ceux qui tiennent le jeu d'échecs. Et le jeu d'échecs, celui qui tient, c'est Andy Reid et son staff. Et tant que, on va dire, le grand Manitou, il sera là, il arrivera toujours à ne pas décrocher complètement du match, à être, entre guillemets, de devenir une équipe moyenne moins. Il va toujours réussir à mener son équipe jusqu'au bout du match en étant compétitif. Alors après, il y a les limites de finir par perdre beaucoup de joueurs. Là, quand tu as Rashee Rice en moins, Xavier Worthy, ça commence à être des forces en moins qui fait que tu n'as plus... il manque quand même un minimum de talent pour pouvoir tenir le rythme. Effectivement, sur un autre match, ça serait passé. Là, les Chargers étaient beaucoup plus en forme. Et puis, je retiendrai juste une dernière chose pour finir mon propos. C'est que moi, je suis peut-être le seul à avoir remarqué, mais très franchement, Travis Kelce, il baisse quand même de plus en plus malgré la perte de poids, malgré ceci. Mais je pense que son extra sportif avec sa poupée qui chante, là, globalement, ça commence à lui pomper de l'énergie. Oui, tant que c'est l'énergie, ça va. Et deuxièmement, je suis désolé, mais sur Worthy, à un moment donné, regardez bien les images. Moi, je trouve que, où il ne l'a pas vu, où il pense que c'est un adversaire, ou 2, il n'a pas fait un écart plus que ça, mais je pense qu'un petit mouvement de hanche à la flag football pour dire d'éviter, s'il a bien vu son coéquipier, de ne pas cartonner, mais à un moment donné, il baisse l'épaule, quoi. Il te cartonne le Worthy, mais comme une merde. Il y a une affaire dans le vestiaire. Il est pire que tout. Il n'y a pas que ça. Il drop même, mon Bertrand, il drop même une balle qu'il n'a pas le droit de dropper à un moment donné. Il en a une qui est toute seule sur lui. Il est tout seul et je ne sais pas ce qu'il fait. Il bouffe.
Mais si je parle sur Worthy, ce qui m'a encore plus choqué, donc il y a ça, c'est qu'après, vous pouvez revoir les images, en tant que coéquipier, il va même pas voir le mec qui est tout seul pour s'inquiéter de ce qui se passe. Non, ça, pour moi, se trouve vachement plus inquiétant. Voilà, j'ai fini mon propos sur... juste avant qu'on fasse le tour de table, on le fera à chaque overréaction, savoir si c'est une overréaction ou si c'est la réalité. On parle des Chargers, on parle des Chiefs, mais il y a aussi 2 autres équipes dans la division, les Raiders et les Broncos, qui ont toutes les deux gagné en Week 1, parce qu'on a parlé des Chargers, nouvelle force de l'AFC West, mais finalement, Steph, le problème il est peut-être plus large pour les Chiefs. C'est peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule équipe dangereuse cette année en AFC West. C'est ça. Alors après, les Raiders... ils ont battu les Patriots de Waikeju, c'est pas grand-chose non plus, quoi. Voilà, et puis moi j'ai mis des doutes, et vous l'avez dit déjà sur le live précédent, sur la pré-saison, j'ai mis des doutes très fortement sur la capacité de Pete Carroll à assumer une saison entière. Ça, c'est voilà. Mais les Chiefs peuvent quand même se poser la question. Maintenant, ils nous ont habitués, et ça tu l'as dit tout à l'heure, Flav, à des démarrages de saison depuis 2-3 ans exactement de la même façon, où tu vois pas Kelsey de la saison. Alors, et bizarrement en playoff, ça se réveille. Tu as l'impression que le gars n'a envie de jouer que quand c'est des matchs coup près. Que Mahomes, lui, est égal à lui-même. On peut pas taper sur Mahomes. Ça, je vais pas le faire parce que... Il a même mué en sauveur pendant un moment. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui décide de prendre... Je l'ai rarement vu autant courir en saison régulière pour une Week 1 que comme il a pu le faire là, parce que ce qu'il n'avait pas de solution. Et il en aura pas beaucoup d'autres parce que même le jeu au sol n'a pas été non plus formidable. Hein. Pourtant, ils ont des armes. Hein. Quand t'as Pacheco, quand t'as Kareem Hunt, t'as quand même de quoi fournir au sol. Ça n'a pas marché. Et donc, c'est lui qui est derrière a pris le jeu à son compte. Mais il y aurait un gros point d'interrogation. Mais comme il y a chaque saison, tu l'as dit, Flav, comme il y a depuis 2 ans, on se pose toujours la même question. Et ils se qualifient pour les playoffs parce qu'ils sont dans une division qui peut leur permettre effectivement de s'en sortir en n'ayant pas une fiche extraordinaire. Et derrière, dès que les matchs coup près arrivent, boum, c'est une autre équipe. Est-ce que ça sera pareil cette année ? Ça, c'est la question. Mais attention, avec les Raiders, ça peut... Pas les Raiders, avec les Chargers, ça peut effectivement faire une grosse différence. Petit tour de table, overréaction ou pure réalité. Les Chargers seront donc les nouveaux champions de l'AFC West. Stéphane, en un mot, overréaction ou réalité ? Moi, je te dirais réalité. Bertrand. Overréaction. Seb. Réalité. Réalité, très bien. Ouais, on a 2 réalités. C'est normal. On va encore se prendre à une volée de bois vert des fans des Chiefs. Bougez pas, on vous prépare un podcast possiblement spécial toute la semaine prochaine pour parler de vous. Faut pas douche. Vous inquiétez pas. Ne partez pas bien loin. Nous serons dans quelques semaines, hein, normalement. Alors, tiens, en parlant d'overréaction, on va passer, alors là, mouillez-vous la nuque, hein, parce qu'on va passer du top au bottom, hein. On va passer aux Giants de New York avec Russell Wilson qui a connu un premier match, dirons-nous, compliqué. Ça c'est tout le moins. 6 points marqués par les Giants, hein, je dis pas de bêtises, contre les Commanders. 36% du temps, je crois, il a été mis sous pression pendant cette partie-là, donc quasiment un lancé sur 3 où il était sous pression. La question, elle est simple. Il y a un petit jeune qui est derrière, Jackson Dart. Brian Daboll avait dit avant la Week 1, nous ne précipiterons pas de toute façon Jackson Dart. Nous le mettrons sur le terrain quand il sera prêt. Après la Week 1, il a dit finalement, la situation pourrait ne pas être aussi claire que ce qu'elle était avant. Le lendemain, il a tout de même confirmé Russell Wilson partant pour la 2e semaine contre les Cowboys. La question de l'overréaction, c'est Russell Wilson ira-t-il plus loin que la semaine 2, finalement ? Est-ce qu'on verra Jackson Dart dès la semaine 3 au centre de l'attaque des Giants, mon Bertrand ? Ah, tu commences dans le dur direct. Je commence par toi, oui. C'est toi le fan des Giants. Tu veux juste que les 2 fans des Niners, ils nuancent un peu les propos qui vont être violents, c'est ça. T'attends juste ça. Là. Je vous préviens, Bertrand, avec les Giants, il a choisi la violence depuis avant-hier. Alors, j'ai choisi la violence depuis qu'on fait les podcasts ensemble. Hein. Flav, je pense que j'ai jamais fait mon yaya qui croit encore à la Vierge Marie. J'étais plutôt du style à dire que vraiment... C'est bien la dernière vierge en laquelle il croit
encore Yaya. Enfin bon, ça c'est vrai. C'est vrai. Tiens. C'est vrai que niveau vierge, à mon avis, il ne doit plus trop en connaître. Et c'est sûr que moi, de mon côté, j'ai toujours été objectif. Alors là, j'ai eu un moment d'illumination. Je ne sais pas ce qui m'a pris. À un moment donné, de balancer qui pourrait avoir cette victoire. D'ailleurs, tu me l'as assez reproché, Flav. Oui, mais je me suis fait un petit peu ambiancer par une pré-saison où j'aurais jamais dû me faire ambiancer parce qu'en fait, la pré-saison. On vous dit qu'Adrock c'est mal, vous voyez. Ouais, c'est ça, tu vois, comme quoi. Et en fait, la pré-saison, elle m'a ambiancé parce que les 3 équipes qu'ils ont pu rencontrer, globalement, ils se sont dit, les gars, vous êtes bien gentils, mais vous avez mis toutes les cartes, vous avez fait all-in avec tous vos jeux, votre playbook, là. Maintenant, il n'y a plus de surprise, tout le monde le connaît. Et en plus, vous avez une équipe en carton, alors on ne va pas trop vous faire mal tout de suite pour pas vous humilier. Et là, on l'a vu tout de suite dès la première semaine. Donc, première semaine face à Washington. On pense qu'à minima, on a enfin réussi à rassembler un semblant d'équipe et de cohérence. Et on montre rien. Enfin, c'est la médiocrité, c'est le néant, c'est 0+0 la tête à Toto. On a du Malik Neighbors qui se met sous sa serviette et qui a déjà jeté l'éponge après une semaine. Vraiment une attitude de petit con qui arrogant, qui a plus envie de rien faire. Franchement, je peux t'assurer, mes propos sont pas trop durs pour le coup. C'est vraiment l'attitude qu'il a eue. On a eu une ligne offensive qui a comme toujours été. Et je me pose la question comment on ne peut pas réussir à faire enfin une ligne offensive après autant d'années. Je veux dire, il y a des équipes qui réussissent à le faire. Et puis un jeu au sol inexistant. Oui, t'as pas de ligne offensive, donc t'as un jeu au sol inexistant. Et comme t'as pas de jeu au sol, tu peux pas ouvrir à la passe. Et puis au final, t'as Russell Wilson qui, bon an mal an, je vais pas trop l'accabler, même si au final il n'a pas tout fait bien non plus, mais globalement il peut pas faire grand chose quand il a des mecs sur le dos en moins de une seconde, on va dire, ou allez, j'exagère à peine. Bon, si je mets tout bout à bout, parce qu'effectivement ça pourrait être long, on a recommencé exactement, on devait avoir un peu plus de cohérence. Il n'y a plus de cohérence, on devait être un tout petit peu plus compétitif. On ne demandait pas de gagner, on demandait au moins de montrer un semblant de jeu. On n'a rien montré du tout. Donc l'overreaction vis-à-vis de Russell Wilson, oui, il continuera avec eux, parce que je pense que ce serait de ne pas servir Jackson Dart que de le lancer dans le grand bain avec une ligne offensive aussi pitoyable. Et je pense qu'il y a un troisième élément qui rentre en ligne de compte, dont on parlera sûrement ensemble, mais je vais laisser Stéphane et Seb pouvoir en parler justement de leur façon de penser vis-à-vis de cette franchise. Steph, il y a Bertrand qui a dit quelque chose qui a dit plein de choses intéressantes, mais qui a dit une chose encore plus intéressante, c'est de toute façon, vu la ligne offensive, Russell Wilson a fait le moins pire, limite personne, enfin ça aurait été difficile de faire mieux. Est-ce que c'est pas ça la question? Est-ce que finalement, si on met Jackson Dart derrière le centre, est-ce que il pourra faire mieux? Est-ce que c'est pas l'envoyer à l'échafaud? Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Bertrand. C'est vrai que quand on regarde Wilson, il a fait ce qu'il a pu. C'est quand même c'est simple. C'est lui qui a le meilleur nombre de yards à la course quand même. Il court 8 fois. Tu vois, j'ai vu, il faisait 44 yards, si je dis pas de bêtises. Même s'il y a un fumble, mais il court pour sauver sa vie. Et pourtant, on sait que Russell Wilson va prendre l'âge et qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans. Mais je pense qu'effectivement, Jackson Dart, alors sitôt, est-ce que le problème n'est pas le QB? Donc, si le problème n'est pas le QB, est-ce qu'on peut pas taper sur Wilson, comme disait Bertrand? Tu lui taper dessus pourquoi? S'il a perdu de protection, si il est obligé de lancer en 2 secondes, ça va être compliqué. Effectivement, qu'est-ce qui se passe derrière? La précision, elle s'en trouve touchée, parce que tu peux pas être précis quand tu as 2 secondes. Il a 17 sur 37. Ça s'explique, les 45%. Il n'a pas le temps. Il a 2 sacs. Bon, ça, il s'en sort bien parce qu'il a les jambes. C'est parce qu'il pense. Et il n'a pas d'interception. Donc, il fait pas, c'est pas si dégueulasse. Donc, si tu mets Dart et qu'il n'y a pas de line et que tu pètes ton premier tour en week 2, tu fais quoi derrière? Ouais, super. Je pense que Bertrand, étant fan des deux, tu vas dire, je préfère qu'on laisse Wilson et puis on verra plus tard pour Winston. Parce que faut pas laisser les fans des Giants tranquilles, faut arrêter un peu les conneries. Moi, je sais de quoi je parle avec mon Seb, on est bien placé pour les histoires de QB qu'on a vécu avec les Niners, mais voilà quoi. Donc non, je pense qu'effectivement c'est pas le problème, c'est pas le QB. Enfin, on peut pas dire le QB est le problème sur la première journée quoi. C'est pas possible. De ce qu'on a vu, non. Moi, en tout cas, je dis non.
Mon Seb, est-ce que le QB c'est le problème? Est-ce que il faut lancer Jackson Dart dans le grand bain? Est-ce que finalement ce serait pas un moyen pour Brian Daboll de possiblement sauver sa peau aussi, parce qu'il est sur un sacré siège éjectable aussi? La question est vaste. Est-ce que le QB est responsable? Moi, j'abonderais Stéphane, je dirais non. Il n'est pas le seul. On parlait des problèmes de protection. Après, ce pauvre Russell Wilson, je trouve qu'il est déjà bien carbonisé. Hein. Il est clairement en fin de route. Ça se voit. Tu as deux options. Soit tu le sacrifies, sachant que voilà, à un moment, il va prendre le coup qu'il faut pas et il va se retrouver tu lances ce que tu as derrière. Soit effectivement tu lances ton jeune, mais ça serait pas lui rendre service à Jackson Dart, mais pas du tout. Ça serait, enfin pour lui, ça serait un chemin de croix terrible. Après, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte à New York, c'est le public, parce que à un moment, si le de Wilson et qu'on mette Jackson Dart à la place, Mara, Daboll, Sean, ils auront beau dire ce qu'ils veulent, ils écoutent le public. Pour le meilleur et pour le pire, en l'occurrence. Et si le public dit Wilson sur le banc et Jackson Dart à l'assaut, eh ben Jackson Dart ira à l'assaut et il se fera sacrifier comme tant de rookies avant lui. Mais je pense que les problèmes sont structurels dans ce club et qui sont beaucoup plus profonds. N'oublions pas que lors des... On a dit le problème c'est le QB, le problème c'est le QB, le problème c'est le QB. Bon, on change le QB, c'est toujours le QB le problème. Donc je pense que les données les données de... Bon, Bertrand, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, très rapidement, et ça va abonder dans le sens de Seb, je pense que ça va se passer en 3 étages, cette histoire. À mon avis, Wilson va faire 3, 4, 5 matchs. Il va y avoir le palier Jimmy Winston quand on en aura marre pour amuser un peu la franchise. Et sur les derniers matchs, si on a trouvé un semblant de cohérence et si c'est un peu moins la cata, Jackson Dart sera lancé. Maintenant, est-ce que ça sauvera pas les fesses de Daboll? Ça, c'est un autre débat. Là, je parle d'une situation où Russell Wilson s'en sort pas. Hein. C'est la catastrophe, hein. Admettons. Mais moi, je vois les choses comme ça. Après, sous la pression du public, Seb a peut-être raison. Peut-être qu'ils vont dire, puisque c'est comme chez les Knicks, à un moment donné, quand le public se met en feu au Madison, les proprios, ils font ce que le public ils disent. Donc, ce sera peut-être la même chose au MetLife. Donc, à un moment donné, ils vont dire, bon, bah, allez, on balance Jackson Dart. De toute façon, c'est ma dernière pièce. Moi, c'était mon choix de quarterback. D'abord, il va dire, on y va, je le lance et rouler jeunesse. Maintenant, moi, je suis d'accord avec Seb. Là, à un moment donné, il faut arrêter aussi de voir que sur les joueurs. Parce qu'à chaque fois, moi, je fais la litanie en disant il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, on n'a pas la ligne machin. À un moment donné, il y a un problème de coach. Il ne faut pas me dire tout ce qu'on veut. Il y a un problème de coach. Ou alors les coachs qui ont du talent, ils se pointent et je ne sais pas, ils font marabouter dans l'enceinte de la structure des Giants et il y a un truc qui ne va plus. Parce que tu ne vas pas me dire que Kafka, il ne s'est pas développé un autre... Donc Kafka, c'est le coordinateur offensif, pardon. Il ne s'est pas développé un autre style de jeu un petit peu différent. Là, on n'a rien vu. On n'a rien vu d'original par rapport à d'autres franchises. On n'a pas vu quelque chose pour dire de révolutionner un peu et puis de bouger un peu les choses. Et puis après, je te dis, il y a un problème. Il y a un problème de staff depuis des années. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible autrement. Je ne peux voir que la situation coach, structure qui organise l'équipe. C'est pas possible. À un moment donné, moi, ça va au-delà des joueurs. Ça, c'est sûr. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'on est sur une période courte pour Russell Wilson. Il a signé qu'un an, Russell Wilson. Si je dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes, Bertrand, si je dis une ânerie. Mais il a signé qu'un an. Donc, du coup, tout semble porter à croire que Jackson Dart est là pour prendre le lead l'année prochaine. On sait que cette année, pour les Giants, ils ont pas des rêves de Super Bowl, hein, on va pas se mentir non plus. Donc, tu vois, à la rigueur, que cette saison-là soit balancée à la poubelle parce que on cherche, on tripote au niveau des quarterbacks, on sait pas trop quoi faire, c'est peut-être pas plus mal plutôt que de balancer Jackson Dart Week 3 pour sauver une saison qui, de toute façon, faut se rendre à l'évidence. Au regard du calendrier des Giants et du niveau global de l'équipe, ce serait vraiment un miracle incroyable que Jackson Dart arrive à les emmener en play-off, quoi. Ce serait vraiment, voilà, tout est toujours possible, mais ce serait quand même un exploit. Donc, pourquoi précipiter sa mise en avant? Autant le laisser grandir.
Il a quand même, je pense, des très bons mentors, parce que Russell Wilson, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui a de la bouteille et quelqu'un qui sait, à mon avis, enseigner aussi à des jeunes. Jameis Winston, c'est un très bon compagnon de vestiaire, et ça, dans toutes les franchises dans lesquelles il est passé, c'est ressorti. Donc voilà, Jackson Dart, il est bien entouré. Laissons-le, je pense, moi c'est mon avis, je suis pas fan des Giants, voilà, mais laissons-le grandir, laissons-lui le temps. Et mettons-le, et là-dessus Brian Daboll a raison, mettons-le quand il sera prêt. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Le problème, Parce que c'est Pardon. Vas-y, Bertrand. Non, mais tu lui rendras pas service, là, si tu le mets là. Et en plus, c'est-à-dire que dans la balance, tu sais, souvent quand tu prends des décisions dans la vie, tu pèses le pour et le contre. Bah, je pense que la balance, ça va vite pencher sur le contre et que le danger est que, comme on disait tout à l'heure, tu le lances, t'as pas de line, tu le pètes, tu fais quoi? T'as misé ton premier choix, il est mort. Le gamin, tu peux le fracasser. Alors, au pire des cas, tu lui donnes un ou deux matchs fin de saison où tu as pu, entre guillemets, pour qu'il prenne un peu de rep. Et encore, je pense que ça serait encore aussi un très grand risque. Mais comme tu dis, et qui n'en vaudrait pas du tout la peine. Tu sais que la saison va être galère. Bah, je suis désolé, protège-le, forme-le, fais-lui prendre des reps au training et il va travailler ses connexions. Et puis la saison prochaine, bah, effectivement, tu lui donnes les clés de la boutique et tu renforces à la draft sur des O-line et tu fais venir quelque chose pour pouvoir le protéger. Sinon, il va se passer ce qu'a pu connaître Joe Burrow au début, hein. C'est qu'il va en prendre plein la tronche et que ça va être compliqué pour lui, hein. Mais le problème, c'est que si Daboll n'est plus là, c'est un autre coach qui va récupérer Jackson Dart, qui n'aura pas été son choix. Aussi, ouais. À moins que le talent fasse qu'il est au-dessus du coach et qu'au final, le coach, il va dire, de toute façon, j'ai un mec mirifique, donc moi, je m'en fous que je l'ai choisi ou pas. Il fait le taf et il nous emmène la franchise. Mais au-delà de ça va être encore une énième fois, une adaptation, une cohésion avec le coach. Vous allez me dire, c'est des si sur encore des si. Mais si jamais les Giants finissent, on va dire, dans les 3-4 plus mauvaises équipes de la saison, qu'ils ont un très bon choix de draft, et que Arch Manning, par exemple, vient se présenter à la draft, est-ce que le nouveau coach va pas dire, bah tiens, on va chercher Arch Manning, tu vois? Ça serait pas impossible, hein. Ça serait pas impossible, quoi. Et du coup, Jackson Dart, il aura jamais eu sa chance au final. Alors que je suis persuadé que ça peut être un bon quarterback de NFL. Il y a pas sur ce qu'il a montré en pré-saison, il a des qualités, ce garçon. Il y a pas d'autre. Et croyez-moi, je m'y connais en quarterback. Mon équipe est rodée de ce point de vue-là. On a deux quoi faire. Hein. C'est pas drôle de se moquer. C'est pas drôle. Faut pas rigoler. Faut pas rigoler. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes des vilains. Bah oui. Des vilains. Ouais, mais en même temps, tu nous dis et tu nous tends la perche si tu veux qu'on la saisisse pas. Nous, on est obligé, quoi. Bon. Non, mais tu sais, Flav, les Saints là, moi ils me font du bien. Je vais te dire pourquoi, parce qu'ils ont une franchise et une attaque en carton. Mais ils ont deux joueurs qui ressortent et qui font du bien en fantasy, Kamara et Juwan Johnson. À partir de là, qu'ils continuent comme ça, de toute façon, ce sera les deux joueurs qui vont me rapporter des points. Moi, je m'en fous. Hein. C'est bien, les gars. C'est sûr. Et alors, par contre, il risque de moins de faire de bien si on se met 4 ou 5, là, ils battent les Giants. Parce que moi, j'ai déjà mis ma pièce sur le fait que c'est ce match contre les Saints qui peut flinguer Brian Daboll. Hein, pour le coup, celui-là, il est dehors. Celui-là, c'est sûr et certain. Là, c'est la fin des haricots. On arrête tout. Ça, c'est joué d'avance. On va parler un petit peu des Lions de Détroit aussi. Ah non, je vous ai pas demandé overréaction ou pas, du coup. Alors, la réaction, c'est Russell Wilson ne fera pas plus de 2 semaines comme QB titulaire. Bertrand, overréaction en réalité? Overréaction. Steph? Attends, j'avais coupé mon micro, donc tu peux me redéposer le truc, je suis désolé. La question, Russell Wilson ne fera pas plus de 2 semaines comme QB titulaire. Overréaction. Seb? Ouais. Pareil, overréaction. Triple overréaction pour celle. L'overréaction suivante, on va donc aller du côté des Lions de Détroit, parce que les Lions de Détroit, alors ça a connu des années de galère. On salue Benjamin Bernard qui les a connus, ces années de galère. Ils ont connu des années de galère. Ça allait mieux, ça allait même très bien. Il y a eu ce retour en play-off, il y a eu cette première victoire en play-off. Bref, tout semblait bien aller. Et puis là, départ du coordinateur offensif. Ben Johnson pour Chicago, départ du coordinateur défensif Aaron Glenn pour les Jets de New York, et un premier match, une pré-saison difficile déjà, et un premier match très difficile chez les Packers de Green Bay. On en a parlé dans le débriefing, et on commence à se dire, est-ce que finalement, Seb,
cette fenêtre du Super Bowl où on se disait les Lions peuvent aller au Super Bowl, est-ce qu'elle serait pas déjà refermée? En tout cas, une chose est sûre, c'est que dimanche dernier, Détroit semblait sacrément dans la panade sans Ben Johnson. Pour mes dernières, Détroit, c'est la 6e attaque au sky aérienne, en yard, dans les deux cas. Et contre Green Bay, dimanche, ça a été 246 total yards, dont seulement 46 au sol, une moyenne famélique de 2,1 yards par portée de balle. Alors, statistiquement, Jared Goff, sa ligne, elle n'est pas honteuse, 31 sur 39, 225 yards, un touchdown, une interception, mais il a lancé peu ou même pas de passes profondes. 4 sacs, voilà, il prend 4 sacs et quand on sait que sa santé n'est pas forcément florissante, c'est pas de meilleur augure pour lui. Le meilleur receveur, c'est son tight end, Sam Laporta, 79 yards, normal. Il était sous pression, donc tu te rabats sur ton tight. Amon-Ra St. Brown, 45 yards. Jameson Williams, 23 yards. Et la défense n'a pas fait mieux. Ils ont encaissé 266 yards, dont 158 par les airs. Mais ça, à Détroit, on est un petit peu coutumier du fait, des petits problèmes de la défense anti-aérienne. Mais aucun sac généré non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est besoin coordinateur ces changes d'ordinateur offensif, ils ont encore besoin de les intégrer? Est-ce que c'était juste une mauvaise journée au bureau ou profond? On va en savoir un peu plus dans les semaines qui viennent, mais leurs prestations étaient inquiétantes pour le moins. Inquiétant, Steph, c'est comme ça que tu décrirais aussi la performance des Lions? Bah, totalement, parce que ce que Seb dit, et à juste titre, c'est que tu regardes les stats du jeu au sol, ça fait peur, quoi. 46 yards pour les Lions sur le sol. C'est-à-dire que là on parlait tout à l'heure, tu vois, on disait on peut pas taper sur Russell Wilson. Bah, on peut pas taper sur Jared Goff. Il fait 31 sur 39. Qu'est-ce que tu voulais dire, quoi? Mais il a dit qu'il n'était pas inquiet, que ça allait se mettre en route. Oui, bah non, mais oui. En même temps, il va pas dire. Il va pas dire je suis inquiet, parce que s'il te dit je suis inquiet week 1, je pense que dans les vestiaires ça va ronfler un petit peu. Moi perso, et par rapport à leur productivité, puis ça jouait Green Bay quand même. C'était à Green Bay, donc c'est pas non plus, tu joues pas une top, un candidat au Super Bowl, faut aussi. Alors attention, il y en a qui mettent Green Bay au Super Bowl cette année. Ouais, les gens font ce qu'ils veulent, chacun a le droit d'avoir son avis, ça là-dessus je le respecte. Non, mais bon, c'est pas, non, mais je veux dire, c'est pas. On peut jouer les Saints non plus, tu vois. Oui, mais tu perds pour un prétendant qu'on imaginait prétendant sur les dernières saisons, effectivement, vu leur évolution. Maintenant, là, on voit bien ce que ça coûte de perdre un staff entier. Quand tu perds ton coordinateur défensif, ton coordinateur offensif, ton identité, tu la perds en fait réellement. Et c'est là que tu te rends compte de l'importance de ces postes-là et que c'est pas que les joueurs qui vont pouvoir faire la chose. Là, l'effectif n'a pas autant beaucoup évolué. On a les mêmes stars qu'il y avait les années précédentes, mais il n'y a pas les mêmes staffs. Et là, bizarrement, les gars, s'il arrive avec des idées qui, comme le disait tout à l'heure Bertrand par rapport au QB, on parlait par rapport justement aux Giants, s'il y a un autre coordinateur offensif ou un autre head coach qui arrive, mais qu'il n'aime pas Jackson Dart, là, peut-être que justement, les nouveaux, ça passe pas avec ils veulent imposer un système, peut-être, je dis bien, mais ils veulent imposer un système qui ne convient pas au groupe. Le groupe, en fin de compte, performe pas. Et voilà. Ça, on peut se poser la question. Quand on voit la perf d'Amon-Ra St. Brown, parce qu'on parlait du sol, mais tu prends la perf d'Amon-Ra, c'est pas fantastique. C'est pas normal. Mais il a jamais fait ça depuis. Alors, je plains ceux qui. Et moi, j'ai failli le drafter en fantasy et je l'ai pas pris. Mais voilà, tu as le droit d'être déçu, quoi. Je veux dire, c'est pas 45 yards, je crois, c'est ça. Si j'ai pas de bêtises. 4 réceptions, 45 yards. Ouais, c'est 4 réceptions. Alors, c'est pas. Voilà. Donc, tu résumes bien, Seb, à dire dans les stats, quand tu joues sur ton tight end, c'est que tu as des problèmes de pression et que tu te rassures, pour te rassurer, tu vas viser la solution la plus rapide et la plus courte. Tu fais du quick game. Short passing game à fond. Mais voilà, moi je me pose la question et j'affirme sur le côté changement de staff.
On a posé la question en début d'émission sur les Chargers qui pourraient devenir la nouvelle force dominante de l'AFC West. La question, Bertrand, elle peut presque se poser là, à savoir est-ce que les Packers sont pas en train de remplacer les Lions comme force dominante de la NFC Nord, hein. Alors, je vais nuancer. Je vais juste Tu finir es un sur homme les... de nuance, c'est ça Voilà. qu'on aime chez toi. Moi, l'AOL et la nuance, c'est Quentin ma vie. Johnson le sait que tu es un homme de nuance. La ligne offensive et la nuance, c'est ma vie. Je nuance par rapport, juste je reviens sur la course à Détroit. Ils ont fait avec une ligne offensive bien meilleure, c'était une des meilleures de la ligue, donc c'est là qu'on revient bien sur ce que disaient Stéphane et Seb, sur les coachs et en fait le système de coach. Ils ont fait à eux deux 20 portées pour 44 yards. Ça veut dire à peu près l'équivalent de ce qu'a fait également les Giants avec leurs deux running backs, Tyrone Tracy Jr. et Cam Skatebo. Donc voilà, là ça y est, c'est fini. Si tu poses pas ton jeu au sol comme il faisait l'année dernière, parce qu'avant on voyait Jamila Gibbs partir un certain nombre de fois, on voyait David Montgomery sur les jeux en puissance et sur les touchdowns. Et ben voilà, là tu poses pas ton jeu, tu peux pas poser ton jeu après en resserrant la défense à la passe, et donc c'est fini. Donc c'est bien que en voyant cet élément-là, il y a un souci quelque part. Alors pour venir juste sur les Packers. Oui, je nuance. Pourquoi ? Parce que pour le moment, oui, il y a l'effet Micah Parsons est arrivé et de surcroît, il a fait un sac, je crois, et ça apporte un élément supplémentaire en défense, vraiment qui step up comment on appelle ça, le niveau de cette défense également. Faut pas le nier. Maintenant, le souci, malgré tout, de Green Bay, c'est que le jeu en attaque, il est trop dilué entre tous les receveurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas un mec qui ressort et que chacun y va de ses petites réceptions, de son petit touchdown, où à un moment donné, il y en a un qui va se blesser. Et donc, c'est beaucoup trop disparate pour avoir quelque chose de performant et qui claque dans la division. Alors, ils vont avoir des bons résultats. Maintenant, dire que c'est eux, à partir de maintenant, Week 1, alors qu'on va être seulement Week 2, qui vont prendre le lead sur la NFC North, je pense que c'est un petit peu tôt par rapport à ça. Le poste de receveur est beaucoup trop complexe à Green Bay et Matt LaFleur a toujours des limites quand même dans son play calling. Alors, il y a une stat très intéressante sur les Packers de Green Bay, mais je vous en dirai pas plus parce que je sais que mon cher ami, que je salue une nouvelle fois, Mathieu Van Boel, est en train de préparer une petite vidéo. Mais en tout cas, il y a une stat particulièrement intéressante et je vais faire du teasing pour Mathieu. Suivez sa page parce que vous aurez très prochainement la preuve que les Packers vont peut-être gagner cette saison 2025, pardon. Mais nous n'en dirons pas plus aujourd'hui. Après, moi j'ai entendu parler on ne dit rien. C'est pas ça, c'est par rapport à un recrutement. On ne dit rien. Non, c'est pas un recrutement, mais on ne dit rien. Non, c'est pas ça. Non, on ne dit rien. Je sais qu'historiquement, il y a des joueurs qui sont choisis et que par rapport à un âge de quarterback, éventuellement, c'est l'année. On verra. Mais il y a une histoire. Les Lions, la fenêtre de tir des Lions pour le Super Bowl s'est-elle déjà refermée? Overréaction ou réalité, Seb? Overréaction. Je leur donne encore le bénéfice du doute. Et le prochain match, d'ailleurs, je tiens à le préciser, je vous donnerai le programme complet de la Week 2 en fin d'émission. Le prochain match, c'est contre les Bears de Chicago de Ben Johnson cette semaine. Et ça va être particulièrement intéressant à suivre le retour de Ben Johnson contre Détroit. Bertrand, la fenêtre des Lions s'est-elle refermée pour le Super Bowl? Overréaction ou réalité? Overréaction. Steph? Ouais, alors j'hésite, moi. Franchement, je te jure. Oui ou non? Ouais. Non, mais je vais me mouiller. Moi, je dirais réalité. Je l'ai dit tout à l'heure, donc ouais, j'assume. Très bien. Alors, quand on dit fenêtre, ça veut dire que c'est refermé pour cette saison et pour les suivantes. Oui, on est d'accord que c'est pour. C'est pour ça que je dis réalité, moi. Très bien. Alors là, c'est l'overréaction numéro 4 et la préférée de Seb. C'est celle sur laquelle il va adorer intervenir. Je vais lui laisser un tunnel à notre Seb pour développer parce que j'ai choisi, celle-là je l'ai pas vue sur les sites américains, c'est moi qui y suis allé. Alors peut-être que je l'ai paru sur un site américain, mais je l'ai pas vue. On a eu un fait exceptionnel, un double fait exceptionnel ce dimanche. Les Bengals ont gagné leur premier match de saison. Déjà, rien que ça, c'est pas mal. Mais surtout, ils l'ont gagné grâce à quoi? Grâce à leur défense. Et c'est ça la grande nouveauté. C'est que c'est pas Joe Burrow, Ja'Marr Chase et compagnie qui ont brillé. C'est la défense qui a brillé. Alors l'overréaction est très simple. Finalement, est-ce que ce serait pas la défense des Bengals qui vont les amener au Super Bowl, Sam?
Alors écoute, moi j'aime bien la rigolade, hein, tu me connais, j'aime bien plaisanter, mais on va essayer d'être sérieux 2 secondes, hein. La saison dernière, la défense des Bengals, pardon, elle a, fait polémique. Pour résumer, c'est 434 points encaissés, 25e de la ligue, 21e contre la passe, 19e contre la course. Et comme moi j'aime bien comparer des pommes et des oranges, à la fin de la première journée, hein, la défense de Green Bay, elle est 31e contre la passe et 31e contre la course. C'est quand même pas super brillant. Ils ont encaissé 327 yards, dont 278 par les airs, face à un Joe Flacco quadragénaire, face à Cleveland, et Cleveland en plus qui manque un field goal et une transformation, et ils sauvent leurs fesses à un point près. Les cornerbacks ont été dépassés pendant tout le match, mais ça, à Cincinnati, on appelle ça un dimanche ordinaire, hein. Le pass rush n'a généré que 2 sacs, et le tout, je le rappelle, face à un QB qui a 40 berges, hein, qui pourrait être le père de la majorité des joueurs qui étaient sur le terrain. Alors, on va être sérieux 2 secondes. La défense des Bengals qui va les amener au Super Bowl, moi j'y crois autant que le père de mon âge. Je suis désolé si des enfants nous écoutent, mais le Père Noël n'existe pas, hein. Et Arthur, je suis désolé, mais ta défense, elle est au même niveau que la saison dernière, c'est-à-dire de paillasson à l'intégralité des attaques. Un petit peu, je ne peux pas dire que Cincinnati ne va pas faire une bonne saison parce que, ok, ils ont eu des ratés en attaque dimanche dernier, mais en général, le casting, il reste quand même 3 étoiles. Bon, faut pas trop regarder la ligne, je suis d'accord, mais honnêtement, si on s'arrête là, on fait plus rien. Non, tout ça pour dire que que Cincinnati va faire saison, porter leur défense au pinacle sous prétexte qu'ils l'ont. Ça fait bugger, Seb. 16 points, je le rappelle, contre les Browns de c'est un peu fort de café, si je puis m'exprimer ainsi. C'est très bien, c'est très très bien. Non mais là, voilà. Alors, vous savez, moi je me dis quelque chose. Je me dis, oui, c'est rare, mais je suis en train de réfléchir à un truc. Je me dis, on a parlé beaucoup de Trey Hendrickson pendant l'intersaison, et on se disait, s'il se rate contre les Browns, ils vont lui signer son chèque et il n'y aura pas de souci. Bon, finalement, il n'a même pas prolongé, ça a été un deal restructuré. Bon, il a quand même des millions en plus, mais peu importe. Et je me dis, dans la situation où les Bengals n'auraient pas signé Trey Hendrickson avant le début de la saison, ils se seraient dit, tu vois, ah oui, on a gagné, mais c'était quand même juste, tu vois. Ça a été très juste, donc on devrait peut-être leur signer. Ils ont bien fait de le signer avant. Tu m'étonnes, toi. Parce que tu vois, alors je sais même pas s'ils auraient gagné. Si ça se trouve, ils auraient pris un peu plus l'eau contre les Browns sans Trey Hendrickson et puis ils auraient perdu. C'est pas impossible non plus, tu vois. Mais s'ils avaient gagné d'un seul point et que Trey Hendrickson n'était pas sur le terrain, je suis sûr qu'ils se seraient dit c'est quand même dangereux, on va le re-signer, tu vois. Alors qu'en fait, il était sur la pelouse et ça n'a pas changé grand-chose. Bon. Mon Steph, toi, la défense des Bengals, tu l'aimes autant que ton copain de Californie là? Je vais pas avoir le même verbe, la même poésie, le talent d'orateur que peut avoir notre cher Seb, mais parce qu'il a tout dit et j'ai pas j'ai pas son talent, donc des fois il faut savoir reconnaître quand quelqu'un est supérieur à toi et je n'ai pas de problème à le dire. Mais par contre effectivement, je pense que je vais le résumer en 2-3 mots, on va se détendre. On va se détendre un petit peu quand même. Voilà, hein, ok. C'était comme je dis, on avait Papy Flacco en face, hein. Quand on voit ce que les receveurs, quand on regarde la totalité des receveurs qu'on flambé, parce que le match des receveurs des Browns est bien, hein, c'est pas dégueulasse du tout, hein. Je crois qu'ils sont 7 ou 8 à avoir catché des balles avec pour une 50aine de yards en moyenne, par receveur. Donc c'est comme dit Seb, hein, il y avait 290 yards, c'est ça, dans le jeu aérien. Ouais, on va se détendre. Moi, j'attendais plus de la fête. Moi, je suis plus inquiète. Alors, je vais retourner le truc. Je m'inquiète plus pour ce que leur attaque a produit que le niveau de leur défense. Ouais, en gros, tu me dis on valorise la défense aujourd'hui parce que l'attaque a été pourrie, quoi. C'est ça. Exactement. Ah, mais je te le dis. Ouais, mais c'est ça. Non, mais moi, ouais, totalement.
Mon Bertrand, toi, la défense des 49ers. Non, celle des 49ers, elle était bonne. Oui. La défense des Bengals qui les amène au Super Bowl, t'y crois moyen? Ouais, là, j'y crois moyen. Enfin, Alors, juste avant, je crois que la stat, c'est que la dernière fois qu'ils ont gagné leur premier match de saison, c'est l'année où ils sont allés au Super Bowl, il y a 3 ans. Ok. Voilà. Alors, j'y crois moyen par rapport à tout ce qu'ont dit Sébastien et Stéphane, et à juste titre d'ailleurs, les propos qui sont légitimes et argumentés, mais j'y crois moyen parce que globalement, oui, ils se sont séparés d'Anna Romo, je crois, c'est le nom. C'est ça. Luana Romo. Voilà, Luana Romo, qui n'amenait pas cette équipe et qui réussit maintenant là où il est. A priori, au niveau de. Donc, comme quoi, le bonhomme n'avait pas foncièrement. N'était pas incompétent. Alors, est-ce que. On dirait Daniel Jones. On va en parler juste après. Bah, tiens, justement. Oh là, lui aussi, on bien rire. Et justement, le bonhomme, lui, est parti dans une autre équipe. Et pour le coup, là il a Indianapolis. Indianapolis. Et est-ce que, parce que j'arrivais plus à le retrouver, et est-ce que justement, même comme pour les Giants, il n'y a pas un problème structurel aussi dans l'équipe des Bengals? Parce que on se rend compte qu'un nouveau qui arrive, alors il faut mettre en place tout un style de jeu, toute une tactique au niveau défensif, et au final, la mayonnaise ne prend pas non plus. De toute manière, on ne va pas tout révolutionner en une saison et parce qu'on a changé un coordinateur. La défense des Bengals reste sur la défense des Bengals avec les mêmes joueurs qu'il y a là et le même niveau qu'il y a là. Moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'était l'incapacité de leur force principale, c'est-à-dire l'attaque, à performer et à sortir à quelque chose de correct de leur match face à une équipe des Bengals qui n'est pas la meilleure de la ligue, qui n'est pas la meilleure équipe de la ligue, qui était très forte en défense, admettons, mais comme vous l'avez très bien dit mes comparses, qui au final n'est pas une des franchises les meilleures de la ligue. Donc, on en revient toujours à la même chose. Eux aussi n'ont pas de ligne offensive. C'est une réalité générique du football américain. Tu n'as pas de ligne offensive, tu n'as pas de résultat. Il ne faudra pas attendre qu'il y ait foncièrement que des problèmes en défense pour que les Bengals n'aient pas de résultats. Alors, ils peuvent avoir les deux meilleurs receveurs du monde, un super quarterback qui est très précis. Quand il se fait cartonner, quand il se fait cartonner, qu'il aurait pu crever sur le terrain par le choc qu'il a reçu de Myles Garrett, je ne sais pas si vous avez l'image, quand il prend le sac qu'il prend à un moment donné à pleine vitesse, et l'autre arrive comme un bulldozer et le défonce, à un moment donné, je crois qu'ils auront d'autres problèmes à se poser comme question que de éventuellement gagner un Super Bowl. C'est déjà que l'autre ne finisse pas sur une civière avec la colonne vertébrale en 3 morceaux. De toute façon, c'est un véritable miracle que Joe Burrow ne soit pas encore plus blessé que ce qu'il a été depuis le début de sa carrière. Mais je te dis, quand je te disais tout à l'heure, quand on parlait de la protection de l'O-line, et je disais que le pauvre Joe Burrow en avait chié quand même au tout début, je pense qu'il est encore dans cette situation-là. Et je sais, ce mec, il faut quand même se rendre compte du niveau, je pense, du quarterback. C'est quand même, j'adore ce gars, mais il est pas aidé, quoi. Il est pas aidé du tout. Et il est très, très fort. Et moi, j'aime bien, moi, on en a beaucoup parlé quand on faisait les podcasts ELF, j'aime bien regarder l'autre aspect uniquement, pas que le sportif. Ce mec-là, mentalement, c'est une machine de guerre. Parce que faut supporter ça. C'est ce qu'on lui propose, en online. Enfin, c'est sûr. C'est sûr, c'est là qu'on voit les grands talents. C'est-à-dire que le gars est capable de performer, alors pas sur ce match-là, mais à d'autres moments avec une ligne offensive en carton. Quand même, ça, c'est fort. Ça veut dire que le gars, il est... mais c'est... Alors, je crois que sur cette overréaction, il n'y aura pas beaucoup de débat. Overréaction, réalité, la défense des Bengals va les amener au Super Bowl, Steph. Alors, on l'a pas bien entendu, mais il a dit overréaction, je vous garantis. Ouais, overréaction, mais voilà, overréaction. Sur overréaction. Ah ouais, grave, c'est même pas assez fort. Bertrand, même question. Avec tout ce que j'ai développé, c'est une réalité, évidemment. Bien évidemment. Donc, overréaction, bien sûr. Bon, Seb. À ton avis, Flav? Non, moi, je sais pas. Overréaction, évidemment. Vous êtes libre de changer d'avis, c'est pas possible, on sait jamais. On fait la dernière overréaction, celle qui a été rajoutée un peu en dernière minute, parce que j'avais envie d'en rajouter une. C'est comme ça fait 54 minutes qu'on est ensemble, mais on peut encore bien rajouter 10 minutes. On va pas s'en plaindre, ça fera toujours moins que les podcasts animés par Yaya. Alors,
la dernière overréaction, je me suis dit, on a parlé des Giants, ça va avoir énervé mon petit Bertrand. Maintenant qu'il est chaud, on va lui parler de Daniel Jones. Et comme Daniel Jones a fait une très bonne partie ce dimanche face aux Dolphins, l'overréaction est simple finalement, Bertrand. Daniel Jones, est-ce que c'est pas le meilleur quarterback de l'AFC Sud ? J'entends déjà des gens rire dans leur voiture. Alors, attends. Dans cette phrase. Parce que je suis en train de me faire toutes les équipes d'AFC Sud dans la tête et de me dire... T'as Trevor Lawrence, t'as CJ Stroud, voilà. et t'as voilà. Ok, voilà. Ouais, ok, d'accord. Bon, voilà, merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée à tous. Michel, si tu nous écoutes. Salut mon pote. Oui, mon pote. Globalement, on est sur une overréaction de folie. Parce que je parlais de Quentin Johnston qui avait les mains en mousse et qui n'aurait pas faire mieux que sa première semaine. Quentin Johnston est le meilleur receveur de l'AFC. Globalement, je vais dire la même chose pour Daniel Jones. Alors, Daniel Jones, il faut bien comprendre une chose par rapport à mon fond de pensée. Je vous jure, j'ai pu avoir des propos très durs, mais je ne lui en veux pas par rapport à la situation qu'il a pu vivre à New York. Globalement, c'était, je pense, invivable pour ce mec-là qui est un bon quarterback, mais qui n'avait pas le mental pour être à New York. Il est dans une vie qui est beaucoup plus soft. Mescurie, Indianapolis, on n'est quand même pas du tout dans le même contexte au final. Et il est dans un élément avec un coach qui a réussi à lui amener la confiance qu'il fallait. La grosse différence aussi, c'est que Daniel Jones, il a une ligne offensive maintenant avec lui, qui lui permet d'avoir plus de temps pour lancer. Donc, c'est sûr que Daniel Jones n'a pas changé, il ne te lancera pas des ballons de plus de 40 yards avec précision, mais par contre, quand tu as quand même avec une ligne offensive un peu plus de temps pour lancer, à ce moment-là, ça te permet de trouver Tyler Warren, ton rookie tight end que tu as trouvé, qui, lui, pour le coup, est un super joueur et un talent vraiment en devenir à ce poste, et qui, au final, donne ce qu'on appelle la fameuse soupape de sécurité, qui permet à ton quarterback d'avoir les mains libres pour pouvoir distribuer le ballon. Et après, il a distribué à Pittman Jr., à Josh Downs, à Alec Pierce. Il a pu faire sa petite popote. Maintenant, globalement, c'était beau, c'était bien, c'était des belles stats, mais en face, il y avait une autre équipe en carton, enfin carton XXL, et quand je dis en carton des deux côtés du terrain, c'était même pas autant les Bengals avec leur défense, là c'était en attaque et en défense, on était à l'ouest complètement. Enfin, je veux dire, les Colts auraient pu jouer contre des plots, c'était pareil au final. C'était exactement la même chose, tu vois. La nuance. La nuance à la française. Tu vois, c'est comme, ça m'a fait penser comme les mecs, tu sais, qui font du BTP et que t'as des gars qui ont les mains sur les hanches et qui regardent les autres en train de travailler, tu vois. Bon, là, c'est pareil. Nos amis dans le bâtiment, bien évidemment. Non, mais là, citons la DDE si tu nous regardes. Voilà. Mais bon, après, je cite personne. Je dis simplement qu'on a tous vu, en passant dans la rue, des mecs qui font ça. Voilà, c'est la même chose. T'avais les Dolphins, t'avais les joueurs, il y avait des Dolphins, ils attendaient là, et puis ils regardaient les Colts jouer. Donc non, globalement, il y avait un boulevard grand et énorme, comme 6 voies d'une autoroute de Los Angeles, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ils pouvaient que réussir. Prochain match, à mon avis, Daniel Jones refera Daniel Jones. D'ailleurs, on va savoir, c'est pour ça qu'on a fait l'overreaction de la Week 1 et pas au bout d'un mois, parce que le prochain match, c'est contre les Broncos de Denver, et ça va être une autre défense, normalement. Alors, ça va être une autre paire de manches. Défensivement, mon Seb, Daniel Jones, c'est le meilleur quarterback de l'AFC Sud. Alors, pour répondre à cette question, prenons quelques chiffres. Penchons-nous sur quelques chiffres, chers amis. La NFC Sud. Cam Ward à Tennessee, l'AFC. Dimanche dernier, 12 sur 28 et 112 yards. Match de rookie. Trevor Lawrence à Jacksonville, 19 sur 31, 178 yards, touchdown, une interception. Pas moche, mais de quoi se relever la nuit. CJ Stroud à Houston, 19 sur 27, 188 yards, une interception. C'est franchement pas top. Et le Tchad, Daniel Jones, 22 sur 29, 272 yards, un touchdown. Il ajoute 26 yards et 2 touchdowns au sol. Donc, oui, dimanche dernier, Daniel Jones était le meilleur QB
de l'AFC Sud. Mais comment n'a-t-on Est-ce pas que fait ça chez les restera une Giants pour le vérité? développer, ce mec-là? Je ne comprends pas comment on n'a pas Ouais, réussi à ouais. le développer. Excuse-moi, Seb, mais on est vraiment incompétent. C'est là que je m'en rends compte. Écoute, vu tous les coups qu'il a pris aux Giants, il a dû se faire sacrément développer, hein, en effet, le pauvre garçon, parce que Il était quand même développé très couché. donc dimanche dernier, oui, Daniel Jones était le meilleur quarterback de l'AFC Sud. Est-ce que ce sera une vérité encore dimanche prochain? Parce que je vais reprendre les éléments de Bertrand. Hein. En face, c'était Miami. Miami, on sait qu'ils sont sur un déclin inexorable. Et la semaine prochaine, c'est Denver. Et notamment le backfield défensif de Denver, c'est une autre limonade que celui de Miami. Et là, on va bien voir ce que ça va donner. Hein. Talona Ufanga, coucou, on te connaît bien, on sait de quoi tu es capable. Ouais. Donc, pour dimanche dernier, je te réponds oui sans hésiter. Pour la semaine prochaine et les suivantes, on va voir. Après, je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Jones, il a tout de même paru très confiant. C'est une victoire et une performance qui ne peut qu'être bénéfique pour lui, pour son effectif également. Comme Bertrand l'a souligné, il est bien entouré. Il n'est pas trop mal protégé. Il a du monde autour de lui pour rattraper ou porter les balles. Jonathan Taylor également au sol, une bonne perf, 64-18 courses, et ça peut avoir son importance justement quand il va affronter des défenses un petit peu plus aguerries que celles de Miami. Donc, attendons. Mais est-ce qu'il peut nous faire une saison bien meilleure que ce qu'il a pu montrer, notamment ces 2 dernières années à New York? C'est probable. Est-ce qu'il peut faire d'Indianapolis un contender pour la division? Peut-être. Il y a beaucoup de monde qui voit Indianapolis meilleur qu'on ne le pense. Et il est peut-être une de ses clés. Et je suis désolé, hein, je suis vieux, je radote. Je rappelle que cette place de titulaire, il l'a gagnée au camp d'entraînement. Elle ne lui a pas été donnée. Il ne l'a pas prise parce que le starter est blessé. Il l'a gagnée parce que le poste était ouvert et a été mis en compétition. Donc, attendons pour voir. Ce sera mon bilan pour le moment. J'aurais du mal à me prononcer vraiment objectivement sur la suite. Alors attends, il y a Bertrand qui dodeline. J'allais reprendre la parole, mais Bertrand dodeline. Mais là, je suis toujours d'accord avec Seb. Franchement, s'il y a bien un mec avec qui, dans le podcast, je suis d'accord tout au long des semaines, et quand je vous écoute, les gars, quand il y a l'autre baltringue d'Avignon là, qui essaie de parler, etc., globalement, là, je suis pas d'accord. Mais là, avec Seb, je suis toujours d'accord. Il n'y a pas de problème. Et au final, là, Seb, je peux pas. Tu m'as fait du Vince là. J'avais envie de bondir sur mon podcast, sur mon téléphone et de balancer par la fenêtre en l'écoutant dans la voiture là. Je fais qu'est-ce qu'il me fait? Non, blague mise à part. Non, pour le coup là, il s'est battu pour avoir la place. Non, il n'y a pas besoin de se battre. Anthony Richardson est des années-lumière d'être un QB starter. À un moment donné, oui, mais il a quand même gagné la place. Quand il arrive, Daniel Jones, il est censé être 2. Oui, mais il s'est pas battu, il n'a pas dû se battre contre un autre QB qui est déjà... Il s'était battu, Seb, il a dit qu'il avait gagné sa place, que c'est pas sur une blessure qu'il est devenu QB. Alors je pense que peut-être qu'on ne juge pas le mot gagner sa place de la même façon. Il y avait eu un doute. Voilà. S'il y avait eu le moindre doute, s'ils avaient été si proches que ça au camp d'entraînement, c'était Johnson qui gardait la place parce qu'il avait la prime à l'ancienne organisation. Donc, quand je dis qu'il a gagné sa place, il était ouvert. Ça avait été annoncé par les Colts au début des camps d'entraînement. La compétition était ouverte pour le poste. C'est lui qui l'a emporté. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se faire bencher si ça tourne mal. Hein. Attention. Mais, lors cette week Rattler a gagné chez les Saints, mais... peut-être que j'interprète mal le mot gagner sa place. Pour moi, dans l'esprit, Richardson est avec son passif de blessure, son manque de discernement quand il a le ballon, le fait qu'il ne sait pas se protéger, et qu'au final, les Colts, je pense qu'ils ne savent pas trop quoi faire maintenant avec ce 4e choix de draft à un moment donné. Bon, ils se sont dit, la moins pire des situations, pour dire d'avoir un mec qui est un peu lisse sur soi, propre, qui fait propre genre idéal et qui va écouter ce qu'on lui dit. Ils se sont dit, on va balancer Daniel Jones. En plus, on a une ligne qui est potable, il va avoir le temps de lancer. On n'aura pas trop de mal. On risquera pas d'avoir un mec qui balance un ballon de 60 yards et de se faire intercepter à tout bout de champ, parce qu'il est capable de ça, Richardson. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, où je me dis que il n'a pas eu trop à se démener pour pouvoir être sûr d'être QB titulaire, quoi, entre guillemets.
Alors, je vais donner la parole à Steph dans ce débat houleux, mais juste avant, peut-être aussi que la vraie question, c'est pas de savoir si Daniel Jones est le meilleur QB de la FC Sud, c'est de savoir si Daniel Jones c'est pas celui qui a la meilleure ligne de la FC Sud. Parce que quand tu vois la ligne des Texans où le pauvre CJ Stroud se fait mais découper à longueur de journée, quand tu vois celle des Titans qui a pas été formidable et celle des Jags qui est pas réputée pour être la meilleure non plus, bien que et contre les Panthers, ils ont fait quand même une très très belle performance parce que tu as quand même 200 yards à la course et tu as 0 sac concédé sur Trevor Lawrence qui est mis sous pression très rarement. Certes, c'était les Panthers en face, mais il y a eu un beau travail de la ligne des Jags. En fait, la question, c'est de se poser, c'est Daniel Jones, Steph, finalement, est-ce que c'est pas juste le mieux protégé de toute cette division, quoi? Ça y est, merci, c'est ce que tu as dit, ce que j'allais dire, mais voilà, il n'a pas de O-line. Il a une O-line, il a une O-line, les autres n'en ont pas. Enfin, il a une O-line et ça aide. Alors, ça serait aussi un peu trop facile de ne résumer qu'à ça. Mais oui, c'est sûrement le mieux protégé totalement et qui lui permet d'avoir des stats. Maintenant, est-ce que le mieux protégé sur la week 1 contre les Dolphins? Voilà. Ça va j'adore ce genre de truc dès la week. C'est pour ça que les overreactions sont géniales. Non, mais oui, c'est pour ça que j'adore. Mais oui, sinon ça serait pas drôle et on pourrait pas, je veux dire, débattre là-dessus. Week 1 contre les Dolphins. Pas le même débat week 16, ça c'est sûr. Ah non, je pense pas, tu vois. Je pense qu'effectivement, on n'ira pas dire. On pourrait faire un podcast week 17. On revient sur les overreactions. Mais totalement. Mais ça serait très drôle parce qu'on pourrait dire, alors, est-ce qu'on était dans le vrai ou pas? C'est vrai. Ah ouais, ça serait très drôle à faire. Mais non, pour moi, c'est pas du tout c'est le MVP, enfin, c'est le MVP QB de la week 1. Basta. Et s'il a que celui-là, ça sera très bien pour lui. Maintenant, on verra la suite parce que, comme me dit Bertrand, et qu'il le connaît mieux que moi, parce qu'il l'a suivi, malheureusement pour lui, aux Giants, il nous avait pas montré grand-chose avant. Et mentalement, s'il est pas assez fort pour jouer aux Giants, là, ça va bien se passer parce qu'il a gagné un match. Quand ça va commencer un peu à partir, une interception, un sac, et que ça va commencer un peu à dérailler, je ne suis pas sûr que le bonhomme soit capable de retourner mettre le train sur les rails. T'imagines le podcast Week 17 et les gars, vous vous rappelez, il y a 4 mois, quand on a dit que Daniel Jones était le meilleur QB de la FC Sud. Oh, quand même, on leur a fait Qu'est-ce qu'on est con quand même, putain, on est drôle les mecs. Hein. Et puis on a quand même dit que les Bengals s'étaient gagnés grâce à leur défense. Putain les gars, oh merde. Putain, c'est quand même drôle. Bon, bref, la deuxième semaine de compétition est juste devant nous, puisque vous écouterez ce podcast probablement jeudi, et du coup, ou les jours suivants, mais en tout cas, la deuxième journée commence dans la nuit de jeudi à vendredi avec un très très beau match à suivre sur les antennes de beIN Sport à 2h15 du matin. Les Packers qui reçoivent les Commanders de Washington, et ça va être plutôt très intéressant à suivre. Ensuite, ce sera dimanche. Il n'y a pas de match le vendredi toutes les semaines, hein, faut pas rêver. Donc là, ce sera dimanche la suite, avec en red zone sur les antennes de beIN Sport Max 4, les Titans face aux Rams de Los Angeles, les Bengals contre les Jaguars de Jacksonville, tiens on va voir si la défense tient encore, les Ravens contre les Browns dans un duel d'AFC Nord, les Jets contre les Bills, ça ce sera pour l'AFC Est, entre deux équipes qui normalement il y a un monde qui les sépare, mais peut-être pas tant que ça, on verra, il peut toujours y avoir une surprise. Les Dolphins contre les Patriots, ça c'est deux équipes qui ont perdu leur premier match et donc ils vont vouloir se reprendre rapidement, et ce sera là aussi un duel d'AFC Est. Les Saints de la Nouvelle-Orléans qui vont affronter les 49ers de San Francisco, possiblement sans Brock Purdy. Ça, on peut avoir un magnifique Matt Jones contre Spencer Rattler. Ne manquez pas ce duel, ça risque d'être absolument délicieux. Vous voyez pas la réaction de Seb, mais c'était vraiment le gif, tu sais, du mec qui est au bout de sa vie et qui te fait un petit signe du pouce levé style super les gars. I'm fine. Avec la maison derrière qui brûle. Voilà, this is fine avec tout qui brûle derrière, c'est ça. Les Cowboys de Dallas qui vont recevoir les Giants de New York, là aussi duel de division et entre deux équipes qui ont perdu le premier match. Les Lions, eux, recevront les Bears avec le retour donc de Ben Johnson sur
les terres de Détroit. Et enfin, à 19h, dernier match, les Steelers de Pittsburgh qui reçoivent les Seahawks de Seattle. À 22h05, les Colts d'Indianapolis recevront les Broncos et les Cardinals recevront les Panthers. Je sens qu'il y a des gens qui vont être motivés pour faire le résumé de Panthers-Cardinals à 22h05, ça je le sens qu'on va être bien. Et à 22h25, l'un des gros matchs de cette deuxième semaine, les Chiefs de Kansas City qui reçoivent les Eagles de Philadelphie dans la réédition du dernier Super Bowl. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Vikings recevront les Falcons d'Atlanta. Et deux matchs mardi matin, les Texans qui reçoivent les Buccaneers et les Raiders qui reçoivent les Chargers à 4h du matin. C'est en France. C'est original, hein. Et oui, mais c'est comme ça. Oui, mon Bertrand. Juste un dernier petit mot avant que tu rentres en antenne, comme ça je te laisserai conclure. C'était juste que vis-à-vis de mon Vince adoré, que j'ai un petit peu taillé, mais comme il aime plaisanter, je me suis dit il aimera bien cette plaisanterie-là, ça sera de son goût. Donc c'est pour ça. Steph qui a fait sa première réunion d'NFL avec TPO peut vous confirmer que le groupe vit très bien. Voilà, donc Vince, comme tu aimes plaisanter, ne le prends pas mal, surtout pas. C'était dans la même lignée que tes plaisanteries, c'est pour ça que je me suis permis. Tu m'excuses. Ceux qui nous écoutent, n'en doutent pas un seul instant. Entre nous, tout se passe très bien. C'est parce qu'on se vanne, qu'il n'y a pas de respect. Vous inquiétez pas pour nous. Ne venez pas dire non. Nous, on s'entend tous bien, les gars. On se connaît, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. On aime bien charrier, on aime bien tirer à balles réelles. Mais voilà, des fois on se suicide nous-mêmes, on s'auto-mutile, hein, on est assez conscient, mais voilà. Et dès que la caméra s'éteint, sachez-le, c'est pire. Comme il aime bien tirer à balles réelles, c'est pour ça que j'étais dans les mêmes. Bon, une petite balle, c'est comme si on allait dire là ce soir que Wake nous fait son cinéma de pas être là parce qu'il est fatigué alors qu'il travaille pas, quoi. Donc, enfin, voilà, c'est pareil, quoi. Il est plutôt fatigué à manger qu'à travailler, quoi. Voilà, tu vois, c'est pareil. Mais Wake, il va nous envoyer un message derrière en étant mort de rire. Putain, espèce d'enfoiré, tu m'as taillé, quoi. Voilà, c'est ça. En parlant de rendez-vous, juste un petit mot sur les. Alors, je refais de la pub pour Nathieu, ça sera la 3e fois dans le podcast. Mais oui. Il doit quelque chose ou quoi? Non, il ne doit rien du tout, mais sache que d'habitude, il fait son live pronostic qui est super marrant sur Twitch le jeudi soir. Alors là, il l'a fait exceptionnellement le mercredi. Donc, mais pour les semaines suivantes, vous pouvez aller voir sur Twitch. Généralement, c'est le jeudi. Et puis, vous pouvez comme ça discuter de NFL et de la semaine à venir en cours. Et c'est toujours un moment sympathique. Et puis aussi, mon Steph, on va se faire de l'auto-promo parce que normalement, il va y avoir un podcast exceptionnel qui devrait paraître normalement samedi matin pour revenir avec John McKeon, logiquement, sur l'EFA, sur la création de l'EFA et sur le départ des Paris Musketeers de l'ELF. Donc ça, on va l'enregistrer vendredi soir. Vous pouvez nous envoyer vos questions que vous voudriez poser sur l'EFA à John McKeon et on le relaiera. Ce sera avec Jus, ce sera avec Wake et ce sera avec Steph où on va parler de la création de cette nouvelle ligue européenne. Et le podcast sortira ce samedi, donc dans 2 jours maintenant. Donc n'hésitez pas à l'écouter, à le partager parce qu'à mon avis, il y aura plein de choses très très on va dire des choses. Il y a des vérités qui vont sortir. Il y aura plein de choses très très intéressantes qui vont être dites sur la saison prochaine aussi des Mousquetaires de Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous profitez de cette 2e semaine et puis en NFL, on se retrouvera pour le débrief mardi matin où on débriefera bien évidemment tous les résultats de cette 2e semaine. Merci mon Sam, merci Steph, merci Bertrand d'avoir été avec moi et on vous remercie à vous tous de nous avoir écoutés. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur The Playoffs. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao.